Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, la matinée devrait être encore un peu nuageuse, mais le ciel devrait s'éclaircir dans l'après-midi avec aucune précipitation au programme. Côté température, on continue avec des moyennes assez basses, 10 degrés pour le matin et 22 degrés au maximum pour l'après-midi. Demain, nous serons le vendredi 12 août, nous fêtons les Clarisses. Le soleil nous accompagnera de 6h20 à 20h52. Et tout de suite, allons à la rencontre de Dan Lambert, le directeur de Blanc Bleu Automobile, pour une interview en toute intimité. Puis on se plonge dans les livres avec Claude Wagner et son œuvre La vie sociale d'un café lorrain. Bonne journée à tous et très bonne fin de semaine sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Dan Lambert, je suis gérant de la société Blanc Bleu Automobile à Sarreguemines. Une activité qui se situe à la route de Bitche, sortie de la ville de Sarreguemines dans la direction de Bitche. Étant jeune, j'étais passionné de mécanique et de voitures, de motos. J'ai très vite compris que la passion ne s'exercerait pas dans la mécanique. Je pense que j'avais la fibre commerciale très jeune. Ouais. Je pense que je m'en suis aperçu rapidement parce que j'ai commencé par vendre mes premiers vélos. Pourquoi Blanc Bleu Automobile? En fait, j'ai fait des études de commerce à Paris et dans le cadre de ces études, il y avait un examen et il y avait un exemple de marketing. Et je me souviens que dans cet exemple, j'avais créé une entreprise, virtuellement évidemment. Cette entreprise, je l'avais appelée Blanc Bleu Automobile. J'ai compris très vite que j'allais me mettre à mon compte. Je me suis lancé en 1996 en créant la société Blanc Bleu Automobile. Au départ, c'est une petite affaire, hein. C'est une affaire très familiale. Hein. Je commence tout seul. J'ai ma mère qui me rejoint quelques temps après pour me donner quelques conseils de comptabilité. Mes premiers locaux, je les ai construits moi-même, c'est-à-dire que je n'avais pas de moyens, donc en bottes en caoutchouc et avec le marteau et la pioche, j'étais en train de travailler dans mon local. Je venais de terminer vraiment le plus sommaire et avec l'argent dont je disposais, j'avais de l'argent pour acheter une voiture. Alors c'est certain que pour des débuts, c'est plutôt des débuts difficiles parce que si vous avez une voiture à vendre, le premier client qui est venu, il a vu cette voiture et cette personne l'a achetée. On est devenus amis et on est encore aujourd'hui amis. Et tout s'enchaîne très très vite parce que finalement, le savoir-faire que je mets en place avec mes idées, avec mes convictions, les choses vont très vite. C'est-à-dire que dans un premier temps, on vendait près d'une centaine de voitures par an. En étant seul, on est aujourd'hui près de 10 personnes et on est à plus de 500 voitures par an. Le métier de l'automobile est très complexe. On s'aperçoit quand même que seuls les gros groupes automobiles ont passé la crise. On n'est quand même toujours qu'un petit commerce. Maintenant, en essayant de bien comprendre le métier, il s'agissait de trouver des idées pour tirer les épingles du jeu dans un marché quand même compliqué. L'automobile, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'année la plus cruelle dans une voiture, lorsqu'on en fait l'acquisition, c'est la première année. La dévaluation d'une voiture la première année, elle est à peu près de 30%, elle peut aller jusqu'à 50% de la valeur de la voiture. Moi j'ai pensé qu'à la place de vendre des voitures neuves à mes clients qui allaient perdre entre 30 et 50% la première année, j'ai choisi de leur vendre une voiture qui avait perdu entre 30 et 50% de la valeur. Et en fait c'est ce qui fait le secret de notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur mon parc, l'énorme majorité des voitures que nous vendons sont des voitures de moins d'1 an qui ont subi une énorme décote. Et pour le client, ça représente une économie considérable.
premières années, il n'y a pas une voiture qui se vendait sans que je sois à la fois celui qui accueille le client jusqu'à la livraison du véhicule. Aujourd'hui, je rencontre quasiment plus aucun client. J'ai conservé une clientèle d'amis et de connaissances, mais c'est le personnel qui s'en occupe. Je suis davantage passionné aujourd'hui par la gestion de mon entreprise ou par le personnel. J'ai la chance d'avoir un personnel très qualifié, des gens que j'apprécie sincèrement. On a des relations humaines très intéressantes et je suis admiratif des compétences de mon personnel. Parce que j'ai choisi de ne m'occuper que des choses qui ne vont pas, c'est-à-dire que tant que ça se passe bien, ça reste dans les bureaux des commerciaux et des différentes personnes qui nous entourent. Et lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il faut gérer des choses plus complexes, je m'en charge. Quand on est concessionnaire auto, le fonctionnement de l'entreprise est dicté par un constructeur. C'est-à-dire qu'il suffit de suivre les règles du jeu et finalement on a une entreprise qui va fonctionner. Blanc-Bleu Automobile, c'est l'aventure tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrêté sur un produit. On fonctionne sur 2 marques principalement que sont Volkswagen et Audi. Mais si on n'a pas une idée tous les jours, la société s'arrêtera à court terme. Donc j'y réfléchis beaucoup. Je pense il n'y a pas un instant où j'y réfléchis pas, mais je pense que toutes les grandes décisions se prennent la nuit. Je suis quelqu'un qui ne dort pas énormément. Un passé quelquefois un peu difficile m'a amené à avoir quelques insomnies et c'est dans ces moments-là où j'essaye d'avoir une idée qu'on met en œuvre tous les matins. La difficulté, c'est d'acheter. Et le secret de notre métier, c'est d'acheter au meilleur prix. Dans un premier temps, quand on était petit, lorsque Blanc-Bleu a démarré, on n'avait pas cette force pour acheter les voitures, on n'avait pas suffisamment d'argent pour immobiliser, donc les acquisitions étaient encore plus difficiles. Aujourd'hui, on peut se permettre de faire des acquisitions sous forme de lot. On a acquis en 2013 120 voitures dans un lot, ce qui était pour nous une action considérable. Et c'est ça le secret de ce métier, parce que finalement, lorsque vous avez une voiture qui est très bien achetée, vous vous mettez sur la scène nationale à travers les annonceurs nationaux et vous avez la garantie que le client il viendra. On en a un qui est venu hier d'Ajaccio. C'est vous dire qu'il n'y a pas vraiment de frontières pour acheter une voiture. La clientèle locale est servie par un garçon qui est chez nous depuis longtemps, depuis 1999, donc c'est pas depuis hier, quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup et qui m'est fidèle depuis toutes ces années. C'est Christophe Quenet, quelqu'un de très connu et de très apprécié, un garçon qui a fait ses preuves, il n'a fait que ce métier-là toute sa vie, quelqu'un de foncièrement honnête et intelligent. Donc lui, il sert la clientèle de passage. J'ai un autre commercial qui lui est dans un marché complètement différent, Sébastien Maraval, qui est un pur produit de notre entreprise puisqu'il était jeune étudiant et timide à venir faire un stage chez nous. On s'aperçoit que sa timidité va être un réel obstacle pour le commerce de l'automobile, mais c'est quelqu'un quand même de très sérieux et d'attachant. On est souvent attaché à notre personnel, donc à la place de lui imposer une méthode de travail, on s'est calqué à ses qualités. On s'est aperçu qu'il est très adroit au téléphone, on s'est aperçu qu'il savait vaincre sa timidité lorsqu'il était au téléphone et on a développé une activité de vente internet. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait mettre en avant nos produits et surtout qui vend des voitures. Alors c'est assez marrant parce que la personne va acheter cette voiture par téléphone et la première fois qu'on va la rencontrer, elle aura déjà payé sa voiture, elle aura déjà la carte grise à son nom, elle va venir récupérer sa voiture alors qu'elle n'a rencontré personne chez nous et qu'elle n'a jamais vu la voiture et elle vient en prendre livraison. Alors les exemples, oui, on a des personnes qui viennent en avion du sud de la France, certains du nord, certains d'autres pays, en Hollande la semaine dernière. C'est des gens qui ont trouvé nos voitures sur des sites d'annonces nationaux et qui viennent à nous en train, en avion. Régulièrement, on a le coursier qui va récupérer les personnes à la gare ou à l'aéroport. J'ai une passion pour l'architecture. J'ai pensé que pour vendre des voitures, surtout produits comme Audi et Volkswagen, il fallait un bâtiment design. Alors on s'est fait plaisir à faire un bâtiment design. On a déposé un permis de construire pour un
pour un local couvert de plus de 1000 m². C'est vraiment un showroom impressionnant. Je pense qu'il n'y aura pas réellement d'équivalent dans le secteur sur ça. J'ai connu une période avec un souci de santé qui était sérieux. J'ai quitté mon activité pendant 8 mois. J'ai donc abandonné mon entreprise pendant 8 mois à mes employés. Et lorsque je suis revenu dans mon entreprise, je m'attendais à finalement avoir d'énormes difficultés. Et j'ai découvert que mon personnel, avec énormément de confiance, énormément de responsabilité, avait maintenu la société avec les mêmes règles qui avaient été fixées avant. Et on a mis très peu de temps finalement à retrouver un rythme de croisière, et je crois que j'ai une énorme fierté pour mon personnel d'avoir été là dans cette période délicate. J'ai peut-être un regret parce que finalement je me suis aperçu très vite que j'étais un passionné d'architecture, notamment d'architecture ancienne. J'aime beaucoup les lieux chargés d'histoire. J'essaye de racheter des lieux qui me plaisent, de les réhabiliter, de les remettre en location, de me créer un patrimoine privé en essayant de le transmettre un jour à mes enfants et qu'ils gardent un bon souvenir de ce qu'a réalisé leur papa. Embarqué qui s'en charge dans le cadre. Le football, oui, voilà, c'est ma grande passion. De joueur, j'ai fini par être entraîneur. Puis une amitié envers Christophe Marie, qui est le président de Sarreguemines, qui me fait rencontrer Sébastien Meyer, qui est l'entraîneur actuel depuis 3 ans ou 4 ans à Sarreguemines. Il me prend au jeu et je deviens directeur sportif du club de Sarreguemines. Et voilà, je vis ma passion à ma manière. Parfois je me critique en me disant, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose avec un peu de légèreté? Mais voilà, j'y arrive pas, c'est pas ma nature. J'aime pas les choses qui se font avec légèreté. Ma vie professionnelle a débordé sur ma vie privée. Et j'ai 3 enfants dont je suis passionné. J'aime énormément mes enfants, j'aimerais leur accorder encore plus de temps. Et donc des regrets, non, pas vraiment, non. Je pense que si c'était à refaire, je le referais, en essayant d'être peut-être moins pointu sur tous les détails. La réussite, ça a été mon plus grand malheur. Je crois que dans la société actuelle, il faut simplement se l'admettre, il n'est pas citoyen aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent. Très tôt, j'étais admiratif des gens qui entreprenaient, j'étais admiratif des gens qui prenaient des risques. C'est quelque chose qui me passionnait. Je trouvais ça, c'était une leçon de courage que j'aimais beaucoup. J'avais envie de faire comme eux, j'avais envie de réussir, j'avais envie de prendre des risques, même importants, mais essayer de me donner les moyens de pouvoir les prendre. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pas citoyen. Je crois qu'on a une espèce de culture de la médiocrité. Et cette culture de la médiocrité me gêne beaucoup parce que quelque part, la manière dont on m'aborde, on a changé le regard sur moi, c'est pas le mien qui a changé. Mes amis sont les mêmes depuis mon adolescence, mon mode de vie est resté le même. J'ai besoin de me retrouver au milieu de ceux que j'ai côtoyés toute ma vie, mais je crois que d'entrer dans un milieu de gens fortunés n'a pas été pour moi un grand succès. J'ai pas simplement une lumière loin de moi que j'essaye de rejoindre. Déjà, c'est de continuer ce qu'on est en train de faire. Après, j'ai mon fils qui a 15 ans, qui va avoir 15 ans au mois de novembre. Il est passionné par mon métier. C'est certain que si je pouvais transmettre cette entreprise et ce savoir-faire à mon fils, ce serait une énorme fierté parce que je le sens réellement passionné par ce métier, que j'ai le sentiment qu'il peut y arriver. Il en a le profil en tout cas. Que la société continue encore un bout de temps avec moi, je le souhaite, et puis qu'elle continue surtout après moi, à travers mon personnel ou à travers mon fils ou ceux qui s'y intéresseront. Je crois qu'on a encore beaucoup d'idées, on a encore envie de grandir énormément et puis de porter bien haut le nom de Blanc-Bleu Automobile, quoi. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but.
T'as marqué un but, super! Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Vita Romana, 3 jours à l'heure romaine du 13 au 15 août au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Site Moselle Passion du conseil départemental de la Moselle, le parc vous invite à découvrir des manœuvres de légionnaires, de l'archerie antique et des combats de gladiateurs. Le dimanche 14 août, ne manquez pas la nuit du feu dès 18h avec le spectacle Péplum de la compagnie La Salamandre. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Il est né à Rohrbach-les-Beach au premier étage du café d'Ellinger pour dire que son livre est un retour aux sources, une contre-plongée sur un univers familier avec un regard presque attendri sur une époque révolue. Claude Wagner, chercheur associé à l'Université de Strasbourg et professeur de sciences économiques et sociales au lycée Köberlé de Sélestat, a pris pour objet d'étude sociologique le lieu de son enfance, le café d'Ellinger. Un lieu de passage et d'habitude où se jouent des tranches de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de café. Le café comme un lieu de consommation, comme un lieu de rencontre, comme un lieu social, mais aussi comme le reflet d'une époque. Alors aujourd'hui, on va se pencher spécialement sur le café d'Ellinger. Ce café se situe à Rohrbach-les-Beach. Ce café a fait l'objet d'une approche historique et ethnographique réalisée par Claude Wagner et publiée sous le titre « La vie sociale dans un café lorrain ». Bonjour Claude Wagner. Bonjour. Alors vous avez un lien particulier avec ce café ? J'ai un lien très particulier avec ce café puisque j'y suis né donc il y a quelques années de cela. Et c'est mes grands-parents qui ont créé ce café et qui s'est perpétué au fil des générations avec mes parents, mes proches parents. Et donc ça fait 2 générations que ce café vit sous la houlette de la famille d'Ellinger. Depuis 1920, est-ce que c'est parce que justement il a une telle longévité qu'il devient un sujet intéressant ? Certainement, parce que dans la mesure où il s'inscrit dans la durée, il méritait notre attention, mon attention, parce que aussi ce sont des traditions qui se perpétuent, c'est des coutumes qui s'inscrivent dans un lieu, ce sont des lieux de vie, des lieux de sociabilité et qui transmettent une certaine idée que l'on peut se faire de la rencontre. Alors comment vous avez mené cette étude ? Alors je cite, à un moment vous dites « Cette approche de la réalité sociale n'a de sens que si elle s'appuie sur des statistiques et des observations plus générales ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, j'inscris la vie sociale de ce café dans un cadre plus général qui est la vie sociale à Rohrbach-les-Beach et aux alentours. C'est-à-dire qu'un café ne peut vivre qu'à travers la vie sociale autour de ce café. Et le café est en quelque sorte une caisse de résonance de ce qui se passe dehors. Ce qui se passe à l'intérieur est en fait le reflet de ce qui se passe dehors. C'est ça qui m'intéresse aussi, ce sont ces interactions aussi. Alors sur la durée de 1920 jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui a fondamentalement changé le café ? Il y a certainement des invariances, il y a des choses qui n'ont jamais changé, ce sont les rencontres qui se font dans les cafés. Ce qui a changé beaucoup maintenant, et on le voit aussi non seulement dans le pays de Beach, mais aussi ici à Sarreguemines, c'est que les cafés, ce type de café ont tendance à disparaître. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est-à-dire qu'à travers la disparition de ce café, disparaissent aussi une certaine vie sociale. Et comment vous expliquez ces disparitions de café ?
Alors la disparition des cafés s'explique avant tout par un monde moderne qui s'installe, par des mentalités qui changent, mentalités je dirais presque plus urbaines que rurales qui s'installent dans les campagnes, et une vie plus trépidante. J'irais même jusqu'à dire que les valeurs changent aussi. Les valeurs des solidarités et de convivialité disparaissent au bénéfice d'une certaine forme d'individualisme quand même aussi. Est-ce que les cafés, on peut dire qu'ils ont moins bien résisté à la campagne qu'en ville? Je pense. La densité n'est pas la même. La densité dans les campagnes n'est plus la même. Les gens habitent toujours, plus ou moins encore dans les campagnes, mais la densité n'est plus la même. Moi j'appelle ça une densité plus diffuse. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le temps de s'arrêter, ils se déplacent constamment en voiture, ils ne prennent plus le temps de s'arrêter. Alors que dans les villes, la densité est quand même plus forte. Je viens d'arriver par la gare et je m'aperçois qu'il y avait comme un grand marché encore à Sarreguemines. Les gens prennent le temps de parler, prennent le temps de faire leurs courses et pendant ce temps-là, ils peuvent aussi aller dans les cafés. Donc en ville, je dirais que quelque part, la densité est beaucoup plus forte et les rencontres sont paradoxalement plus importantes. Est-ce qu'on peut parler d'une utilité sociale? Est-ce que le café a vraiment une utilité? Certainement, le café a une utilité sociale. Ça l'était plus dans le passé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que la vie sociale est ailleurs. Elle est moins dans les cafés que peut-être sur les réseaux sociaux ou peut-être entre amis. On reconstruit un petit peu le lien social autrement que dans cette rencontre avec l'autre, dans ce lieu qui est le café. Ces rencontres parfois spontanées aussi. Oui. Cette spontanéité n'existe plus aujourd'hui. Alors comment un café aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire pour survivre? Parce qu'il y a eu de la loi E20. Il y a aussi toute cette vie trépidante dont vous parliez, les supermarchés, l'arrivée de la télévision, enfin toute cette vie moderne. Comment est-ce que les cafés arrivent à survivre? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Je pense que les cafés arrivent très difficilement à survivre et je crois, et on l'a un petit peu dit avant, ils peuvent vivre que s'ils changent un peu leur concept, qu'ils changent un petit peu leur façon d'aller vers le client, de changer l'offre. Est-ce que la clientèle change? Il faut changer Je pense qu'il faut changer aussi, c'est vrai, la manière de servir le client. Et il faut aller vers le client, et le client a beaucoup changé. C'est évident que ce client-là n'a plus les mêmes exigences que le client d'il y a 20, 30 ans. Alors c'est pour ça qu'on voit aussi des cafés qui font maintenant, la plupart en tout cas en ville, de la petite restauration. C'est un petit peu, je dirais presque la dérive. D'ailleurs, le Café des Lingers faisait un peu cette petite restauration. Il fut un temps, ce n'était pas sa vocation première, mais il faisait un peu de petite restauration. Ça a aidé un petit peu à rendre encore le café, à maintenir une certaine forme d'originalité. Mais autrement, c'est vrai qu'il faudrait imaginer des petites restaurations ou, je pense, des soirées festives, des soirées à thème, rendre le café vivant d'une autre manière. Parce que la vie au café ne va plus de soi, les gens ne vont plus de soi au café, donc il faut que le café aille vers les clients et trouve vraiment des idées pour faire venir ce client. On arrive à la transition. Alors dans le café, justement, on voit défiler toutes sortes de personnes. Il y a les gens de passage, les occasionnels et les habitués. Mais comment reconnaît-on un habitué? Écoutez. Dressons le portrait de M. Albert. Qu'a-t-il de particulier, M. Albert? M. Albert est un fidèle du Café des Lingers. Il y a ses habitudes. L'horloge du café annonce 10 heures. M. Albert ne devrait plus tarder. En effet, il est 10h02. Il entre par la porte principale du café, salue le patron et les clients présents, puis s'installe à la troisième table à droite, avec vue sur la rue principale, la rue des Alliés. Le patron le laisse s'installer, puis l'interpelle. « Vivement, monsieur Albert ?»« Kaffee Schnaps » répond-il tout de go. « Wie geht's, monsieur Albert ?»« Es geht so, mais Morris gehen » affirme-t-il. Alors, que représente cette parenthèse pour l'habitué du café? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a de moins en moins d'habitués et qu'il faut de nouveau réussir à fidéliser une clientèle. Oui, bon, c'est le cas de tous les commerces, c'est de créer une sorte de marché captif, de capter le client par je dirais pas par des artifices quand même, par des artifices commerciaux, non. La meilleure manière de capter le client, c'est de lui rendre le service le meilleur possible.
Mais il est vrai que les habitués sont des personnes qui constituent une population qui entretiennent un petit peu la culture du café, qui font que le café ait une identité propre et ils forment un petit peu le noyau des clients. Et qui sont-ils ces habitués justement? Alors ces cafés, dans le Café des Lingers, ce serait un portrait type, ce serait quelqu'un qui serait plutôt d'origine modeste, artisan, commerçant, ouvrier, employé, et qui aurait, en fin de journée, ou presque en début de journée, viendrait, mais pas tout à fait au milieu, mais en début ou en fin de journée, viendrait s'installer pour discuter, en attendant peut-être qu'un autre habitué vienne et qu'il partage quelques moments conviviaux. Est-ce qu'on peut dire que la population d'un café à un moment donné est le cliché d'une époque à un moment donné? Je pense qu'il y a de cela dans la clientèle des cafés. Alors c'est des clichés, je parlerais d'état des mentalités, c'est-à-dire que le café, comme je disais avant, est une sorte de quête de résonance. Et dans les discussions, on retrouve forcément, dans les sujets de discussion, on retrouve forcément des sujets qui se passent ailleurs ou des phénomènes, des faits qui se passent ailleurs. Et donc on est dans le cliché, mais on est aussi dans l'échange d'informations. Et parfois l'information n'est pas toujours très fiable, alors il faut confronter avec une autre pour que tout le monde puisse s'entendre sur une même observation. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les cafés furent dans le temps, on faisait des réunions électorales, souvent dans les cafés, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et Balzac disait que c'était le Parlement du peuple, le comptoir était le Parlement du peuple. Oui. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est représentatif de l'opinion publique? En partie, je dirais que le café est représentatif de l'opinion. On y croise des gens qui ont des opinions, des points de vue. Il est important de les confronter. Alors, parfois, les clients s'arrêtent quand même à un certain stade. Ils ne veulent pas complètement dévoiler leurs orientations politiques, mais quand même. Et ça se passe comme si on devait systématiquement ou presque critiquer les politiciens, quel que soit leur bord politique, dans une critique parfois un peu acerbe. Et c'est là que parfois le patron intervient en disant, en modérant un petit peu, que tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, etc. Donc c'est un parlement du peuple, mais avec une certaine modération. L'essentiel se fera dans l'isoloir, je pense, où la décision se fera. Oui, maintenant on va plutôt prendre la température sur Internet. Oui. C'est vrai. Le Café des Lingers, il doit sa survie à quoi? Parce que c'est vrai qu'il a passé plusieurs époques. Comment vous l'expliquez? Il doit sa survie à la ténacité, au fait que mes parents, ma mère, ma tante, ils sont tellement attachés qu'ils s'en sépareront très difficilement. Donc c'est une attache viscérale, c'est une attache historique, traditionnelle. Après, la succession, on n'est pas du tout assuré, bien sûr, parce que c'est tellement incertain que... Non, ce type de café qui s'inscrit dans une histoire familiale, ont malheureusement pour vocation d'être un petit peu condamnés à terme aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup, Claude Wagner, d'avoir accepté cette invitation. On peut trouver votre livre c'est publié aux éditions Jérôme Daubetzinger. Voilà. C'est une édition alsacienne. Alsacienne de Strasbourg. On peut le trouver également à la librairie Sarreguemines Confluence, au Cora aussi. Cora Sarreguemines, oui. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, Entre les lignes.